Bonsoir, soyez les bienvenus. On est mardi soir, il est 20h. Vous êtes avec nous en direct sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs en France. Je suis très heureux de vous retrouver. La semaine dernière, on a dû faire un petit break faute de combattants. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Parfois les participants à iWeek doivent faire une pause pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et je suis très heureux donc ce soir de saluer deux des visages réguliers d'iWeek. J'espère que vous avez rouvert vos micros, comme ça vous évitera la punition. Je vous présente à gauche Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Eh ben écoute, parfaitement bien, ravi de te retrouver en ce mardi soir. On a plein de choses à voir ensemble, hein. Oui, le programme est chargé. Ouais, absolument. Et donc, on va pas perdre de temps, mais je voudrais quand même saluer notre deuxième invité, c'est Élie Abitbol, que vous connaissez si vous êtes sur la Côte d'Azur. Salut Élie. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. On va rappeler, Élie, que tu es un ancien, on va dire. Tu es l'un de ceux parmi nous qui a le plus d'expérience dans le monde Mac. Tu es revendeur à Nice, c'est MCS, Nice et Cannes. Hein, j'oublie Cannes parfois, oui. Mais Nice et Cannes, faut le dire. Absolument, et 35 ans de vie Apple. Voilà, donc on va à nouveau profiter de tes lumières et de ton expérience ce soir. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actu. L'écosystème Apple au sens large, évidemment l'actu d'Apple, mais l'actu de tous les acteurs de l'industrie qui gravitent autour des écosystèmes iOS et OS X et du Mac. Voilà, c'est parti pour iWeek. Alors, on va faire une fausse ouverture, comme on dit, avec une info. Je sais pas si on peut parler d'infos, mais en tout cas des images et un clip qui sont arrivés quelques minutes avant le début de cette émission. Je vais juste vous dire que c'est un clip pour HTC et vous allez voir, si vous reconnaissez un téléphone qui ressemble à un iPhone dans ce clip, c'est pas complètement un hasard. On va peut-être pas se le faire en entier, hein, ce clip. Vous avez reconnu peut-être, enfin sans doute en tout cas les icônes de l'iPhone. Il y a aussi un Galaxy Samsung. Voilà, Samsung et Apple, les deux cibles entre guillemets de ce clip, alors qui est vraiment un clip officiel, hein, puisque on a la marque d'HTC à la fin, et HTC diffuse même une interview du rappeur, alors que je connais pas du tout. Il paraît qu'il est relativement connu aux US. Voilà, je pense qu'on doit bien rigoler du côté de Cupertino, non, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est marrant. Il se moque même de Bill Gates, on va l'apercevoir de façon subliminale, là, avec je pense que ça doit être un TRS-3 ou un TRS-80 ou un truc comme ça. Bon, voilà. Ça fera pas avancer le schmilblick, hein. Non, moi ça me touche pas en tout cas, hein. C'est pas le genre de clip qui m'impressionne. C'est pas mon style de musique, hein. Je respecte, hein, mais c'est pas bof. Ouais. Allez. Et d'un point de vue purement, alors on va dire presque industriel, dans une logique de concurrence est-ce que c'est pas un peu ridicule finalement de sortir ce genre de Oui, tu peux le dire. D'armes, donc, parce que finalement on est dans une forme de guerre, mais une guerre économique, mais bon. Mais c'est pas, comment dire, soit on dézingue les autres, soit on met en avant ses qualités. Là, apparemment, il n'y a pas
tant de qualité que ça à mettre en avant, puisque on ne fait que se moquer. Samsung a fait la même chose avec l'iPhone. Hein. On voit où ils en sont maintenant. Ils sont pris dans la serpillière, ils se font essorer. Et HTC est encore plus mal placé, alors que ils ont des arguments. Hein. C'est pas le souci. Sony également, mais je sais pas si c'est la meilleure façon d'y arriver, quoi. Ouais, Non, si Apple voulait s'engager dans une rap battle, hein, puisque c'est a priori ce qu'ils cherchent, et c'est populaire, hein, les rap battles, ils pourraient prendre parmi leurs talents, ils en ont suffisamment, et répondre de façon humoristique. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont s'abaisser à ça. Non, exactement. Je pense pas qu'ils vont perdre de temps non plus à ça. Voilà. C'était juste une petite parenthèse que c'est tombé il y a quelques minutes et on voulait vous montrer ces images qui vont peut-être faire un petit peu de bruit, voilà, un peu de buzz, voilà. Au moins vous les aurez vus. Voilà, on marque une très courte pause et on entre vraiment dans le vif du sujet d'iWeek cette semaine. Alors l'info de la semaine dernière en tout cas, je pense que vous l'avez tous entendu, c'est pas une date, mais en tout cas c'est un mois. L'Apple Watch, ce sera pas pour la Saint-Valentin, Ellie, hein ? Hélas, non. Ça sera un beau poisson d'avril. Ouais. Oui, Grégoire, si tu nous entends. Et oui, ça sera pas pour mon anniversaire non plus, donc tu vois. Alors on va expliquer pourquoi tu fais référence à Grégoire Martinez, Gilles, c'est parce qu'il avait, voilà, il croyait à cette sortie pour la Saint-Valentin, notre Grégoire. Hein. Oui, mais moi je peux gagner mon pari parce que moi j'avais dit fin mars comme annonce, hein, parce que sortie avril, ça veut dire précommande un tout petit peu avant, hein, ouais, donc absolument. C'est pas exclu encore. Absolument. Tu sais d'ailleurs qu'on a sur Watch un nouveau magazine qui s'appelle Smartwatch qui est dédié aux objets connectés. On avait fait même l'ouverture de l'émission qui passe en ce moment est dédiée justement à l'Apple Watch et aux dernières rumeurs sur sa sortie. Et donc on a fait une petite mise à jour pour dire qu'elle sortira en avril, et on diffusait dans ce numéro de Smartwatch un extrait de l'émission d'il y a 15 jours dans laquelle tu t'avançais sur la fin mars, qui était quand même pas mal comme prédiction, je trouvais. Hein. C'est l'expérience. Hein. Exactement. Alors, c'est toujours intéressant de savoir comment ce genre d'énormes infos arrivent. Eh ben, vous n'étiez peut-être pas devant votre navigateur web il y a 8 jours, un peu après 23h heure française, au moment de l'annonce des résultats trimestriels d'Apple. C'est comme ça que ça s'est passé pourtant. Au bout de quelques minutes, c'est Tim Cook qui prend la parole pour lire un texte qui a été préparé de manière très précise à l'avance, puisque là on parle aux investisseurs, aux financiers. Wall Street écoute évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu à chaque fois qu'Apple s'exprime, et au détour d'une phrase, voilà, sur l'Apple Watch, il va lâcher cette énorme info, puisque c'est le début des infos sur la sortie de l'Apple Watch. Je vous propose d'écouter ce petit passage, ce petit extrait avec Tim Cook. Development for Apple Watch is right on schedule. And we expect to begin shipping in April. Developers are hard at work on apps, notifications, and information summaries that we call glances, all designed specifically for the watch's user interface. The creativity and software innovation going on around Apple Watch is incredibly exciting, and we can't wait for our customers to experience them when Apple Watch becomes available. Voilà, vous avez entendu, si vous parlez pas couramment anglais, vous avez peut-être en tout cas chopé le mot April au début de cette intervention, voilà, sortie donc au mois d'avril. C'est plus tard que ce qu'on pensait, on est tous d'accord ou pas ? Non, parce que... Non. Bon, d'accord, alors je suis le seul à penser que ça aurait été plus tôt. Et non, parce qu'il faut se souvenir que la fameuse usine qui fabrique le saphir, dont la société GT Technologies vient de faire faillite, était censée démarrer fonctionner à plein régime à partir de janvier, tout début de 2015. Et on va en reparler d'ailleurs de cette usine. Matériellement, il n'y avait pas le temps de fournir suffisamment d'écrans pour une sortie mondiale, quoi. Ouais. C'est ça qui a coincé, c'est la fourniture du saphir, enfin qui sert de verre en fait à l'Apple Watch, Ellie.
En partie, oui, puisque un des modèles, en tout cas sur les 3, est en saphir. L'autre chose, c'est les délais pour les développeurs. La 8.2, on va en parler tout à l'heure, je crois, d'iOS est la première version livrée aux développeurs où l'icône Apple Watch qui permet de communiquer est présente. Et donc le WatchKit est sorti mi-novembre. Donc le temps que les développeurs l'apprennent, fassent des tests, valident, ça prend du temps en fait. Ouais. Alors faut pas spoiler tous mes sujets, hein, parce que là vous avez déjà cramé au moins 3 de mes sujets à venir. C'est du teasing. C'est pas bien. Bon, alors d'abord, Élie, moi j'ai une question. Je reprends ce que tu viens de dire. Il y a un détail qui m'avait échappé. Tu viens de dire que le saphir n'était présent que sur l'une des Apple Watch seulement. Il me semble que au moins, la Sport en tout cas non, ça c'est sûr, c'est pas du saphir. L'édition en or, je ne sais pas, mais donc l'Apple Watch, c'est forcément au moins sur l'édition en or. Non, alors donc c'est 2 sur 3. 2 sur 3 et 2 sur 3, c'est la Sport qui a un verre différent. Oui, mais c'est un verre aussi sur lequel je pense ils avaient besoin de jeter avant cette technologie. Ils ont un brevet à eux de durcissement c'est pas du saphir, mais c'est quand même une pierre précieuse synthétique, et ce verre spécial est durci par l'injection d'une couche d'ion à l'intérieur de la structure même du cristal. Et c'est une technologie qu'avait développée GTEC dans cette technologie. Donc ils avaient besoin également de l'usine, et de l'usine qui marche vraiment à plein régime. Ouais. Bon, alors sur cette alors je peux pas dire date, mais en tout cas sur cette époque de lancement, Tim Cook a quand même ressenti le besoin de se justifier pendant l'annonce de ses résultats. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter cette conférence téléphonique, qui est donc disponible sur Internet en direct quand elle a lieu, il y a d'abord, on va dire, les discours écrits, et puis ensuite il y a une séance de questions-réponses avec des analystes financiers qui eux sont au téléphone et qui peuvent poser une question et une relance quand c'est leur tour à l'équipe dirigeante d'Apple. Et donc Tim Cook a été interrogé sur l'Apple Watch, sur ses attentes, et au bout d'un moment il est quand même revenu sur ce fameux mois d'avril, en sentant que ça allait peut-être coincer pour certains de ceux qui attendent la montre d'Apple. On l'écoute. My expectations are very high on it. I'm using it every day and love it, and I can't live without it. And so I see that we're making great progress on the development of it. The number of developers that are writing apps for it are impressive, and we're seeing some incredible innovation coming out there. And just to clarify, what we had been saying was early 2015, and we sort of look at the year and think of early is the first 4 months, mid is the next 4 months, and late's the final 4 months. And so to us, it's sort of within the range. And so it's basically when we thought. We're going to, but most importantly, we're going to be thrilled to start shipping it because we've got a lot of customers that are wanting to get one. Voilà, c'est quand même assez drôle parce que bon, pour tout le monde, début 2015, allez, janvier-février quoi, hein, c'est comme ça qu'on l'entend quand même en général. Pour Tim Cook et pour Apple, il nous explique que alors début de l'année pour eux, c'est les 4 premiers mois, donc ça va de janvier à avril. Milieu de l'année, c'est les 4 mois suivants, et puis fin de l'année, c'est les 4 derniers mois. Donc il explique qu'avril, il est encore dans cet intervalle des 4 premiers mois. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très attendue, ça c'est mais traditionnellement, ils épuisent le délai qu'ils se donnent. Et donc, on pouvait raisonnablement penser qu'il prendrait jusqu'à la fin mars. Il y a un deuxième argument, c'est que n'oubliez pas que l'année fiscale Apple démarre au 1er octobre. Hein, donc, si on raisonne en trimestre et non pas en quadrimestre, le premier trimestre, effectivement, c'est octobre, fin décembre. Le deuxième trimestre, juillet, etc., etc. Donc, en fait, dans leur logique à eux, l'année est bien entamée déjà. Oui. Alors, donc, mois d'avril, ça, c'est une certitude maintenant. En même temps, hein, j'ai bien écouté, il explique qu'elle va commencer à être livrée en avril.
Ça veut dire qu'il y aura sans doute des quantités faibles. On a entendu dire ces dernières heures, ces derniers jours que la sortie serait sans doute d'abord américaine. Hein. Ah, moi j'ai pas cette info, ce serait dommage, mais moi j'avais entendu qu'il y aurait 5 pays comme d'habitude lorsqu'il y a des lancements de produits, donc qu'il y aurait la France, l'Allemagne, l'Angleterre, pour donner un côté un peu mondial à cette sortie. Et la Suisse. Oui, la Suisse peut-être. Et la Suisse, oui. À la demande de Jonathan Ive. Ouais, c'est ça. Pour ses amis horlogers. C'est ça. Mais ce qu'il faut remarquer dans ce message... Aussi, hein. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Non, il y avait l'Espagne aussi, l'Italie et le Royaume-Uni. C'était les pays à tradition mode, à tradition de haute couture, plus la Suisse avec sa tradition horlogère. Il faut absolument des locomotives. Bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'il nous cherche, parce qu'à chaque fois, il dit, moi, je m'en sers tous les jours, je peux pas vivre sans elle. À chaque fois qu'il est quelque part, il la montre et tout. Bon, il nous cherche. Il nous cherche. Alors, dans un instant, on va continuer à dérouler l'actu Apple de la semaine écoulée, un peu plus, puisque on a une semaine de retard. On va revenir évidemment sur ces chiffres trimestriels démentiels, parce qu'on on va de record en record, mais là, on a l'impression que ça atteint des proportions vraiment incroyable. Si vous nous regardez en direct, eh bien, on attend vos messages qui ont commencé à arriver sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Parlez-nous de la sortie de l'Apple Watch en avril, comme Gareth qui est assez content parce qu'elle arrivera apparemment à temps pour son anniversaire, tant mieux pour lui. Parlez-nous aussi de ce que vous attendez de cette Apple Watch, peut-être le modèle en or. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous avez commencé à faire des économies ? On n'a toujours pas de prix sur cette montre en or. Et d'ailleurs, Ellie, moi c'est un sujet qui m'a bien intéressé sur le site de 9to5Mac, c'est les mesures de sécurité qui vont sans doute être prises pour assurer la protection des montres en or dans les Apple Store, digne de vraie bijouterie. Absolument. En fait, on a lu qu'Apple installerait des coffres dans certains ARS. Coffre-fort. Coffre-fort, absolument, qui seraient destinés non seulement à garder le stock, mais aussi à garder les modèles de démo le soir lorsqu'il n'y a pas les vigiles. Et donc, les coffres seraient équipés de chargeurs MagSafe pour que les montres de démo puissent être chargées pendant la nuit. Dans le coffre-fort, en fait. Dans le coffre-fort, absolument. C'est génial. C'est génial. Alors, moi, il y a 2-3 détails aussi que j'ai vraiment apprécié dans ce papier. On n'a pas souvent d'infos, alors elles demandent toujours à être confirmées, mais quand même. Donc ces coffres-forts, effectivement, les chargeurs à l'intérieur des coffres. On parle aussi d'un processus de vente à part, spécial pour ces montres qui vont être vendues sans doute plusieurs milliers de dollars, pièces. On n'a toujours pas d'idée précise. Écoute, on a eu un débat là-dessus une fois. Moi, je pariais sur un prix allant jusqu'à 10 000 et on m'a dit non, tu es fou, au maximum, ça sera peut-être 1500, etc. Moi, je reste sur mes 10 000, en tout cas entre 5 et 10, si on veut être très très large, mais moi, je vois un prix très très haut. Gilles, tu crois à une montre Apple à 10 000 $? J'en sais rien, j'ai aucune idée. De toute façon, en économie, le bon prix, c'est celui qui est prêt à payer le client qu'on vise. Exactement. Donc, là, pour le coup, ça dépend quel client on vise. Parce que là, 10 000 $, c'est pas des économies, c'est commencer à hypothéquer l'appartement. C'est ça, c'est le prix d'une voiture. Oui, mais aujourd'hui, quand tu achètes une montre en or, une Rolex, alors on va pas comparer l'Apple Watch à une Rolex, peut-être pas, mais quelqu'un qui achète une montre en or, c'est pas mon cas, mais paye 10 000 $ sans problème. Et même au-delà, on va pas demander à l'ex-président combien il paye ses montres, mais bon, voilà. Oui, il y a tout un tas de gens, il y a même des suppléments d'hebdomadaires qui sont consacrés au marché de la montre, mais on paie une marque et on paie une tradition horlogère et des mécanismes de précision, etc. Là, on n'est pas dans le même ordre, on est plus de l'ordre du gadget et du fashion, donc on n'est peut-être pas sur le même type de clients. Oui, mais regarde les clients. Les clients d'Apple aujourd'hui, c'est des artistes très connus, c'est des gens comme Beyoncé, Jay-Z, etc. Ces gens-là, payer une montre 10 000 $, c'est pas grand-chose pour eux.
Donc, s'ils veulent une clientèle exclusive, très luxueuse, parce que ces gens-là ne mettraient peut-être pas une montre à $200, ça ne les intéresse pas. Ouais. Bon, c'est une minorité, mais il y en a quand même quelques-uns dans la planète. Oui. Hein. Bon, Il y a pas mal d'hipsters. Ouais. En attendant d'avoir des infos plus précises sur le prix, la dernière info qui a retenu mon attention dans ce papier sur le site de 9to5Mac concerne la formation des vendeurs des Apple Store qui apparemment démarre dans quelques jours. Puisqu'apparemment il y a au moins deux représentants de chaque magasin qui va être envoyé soit à Cupertino, soit sur un autre site à Austin, au Texas, pour recevoir cette fameuse formation sur l'Apple Watch. C'est une info dont tu as entendu parler toi aussi, Ellie ? Ben écoute, je l'ai lu comme toi, officiellement rien. On est un peu inquiet. Nous, à notre niveau, bon, qu'Apple veuille former des sortes d'ambassadeurs pour qu'ils connaissent la montre pour leurs ARS, c'est logique et leur training prend toujours beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça quoi que les ARS dont tu parles Apple Retail Store, donc les boutiques Apple, pardon. D'accord. C'est vrai qu'on parle toujours technique, c'est les boutiques Apple. Ce qui veut dire qu'un des canaux, mais on s'en doutait, seront évidemment les Apple Store. D'accord. Bon, là où on est nous un peu plus inquiets, c'est qu'on les sollicite tout le temps, tu t'en doutes, pour dire est-ce que nous, revendeurs Apple, pauvres revendeurs Apple, mais fidèles à la marque, allons pouvoir aussi vendre cette montre? Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais déjà, on nous a pas dit non, ce qui bon. Ouais. On va... Pour l'iPhone aussi, il était question que les APR, les Apple Premium Resellers, se dévient de moyenne en fait, là où il n'y a pas encore d'Apple Store de la marque. Il a été longtemps question qu'ils aient l'iPhone et ça a été relativement récent, la distribution dans les boutiques APR. Donc c'est éventuellement peut-être aussi pour faire patienter. Je veux pas jouer les rabat-joie, Ellie. Par contre, la formation des vendeurs des Apple Store est évoquée déjà par Apple Insider il y a au moins un mois ou deux. On en avait parlé, je crois. C'était pour la quand on avait eu ce débat sur la date de lancement et ils avaient évoqué donc mars et la mi-février pour le lancement des formations pour les ambassadeurs. Donc. Bah, c'est exactement ce qui semble se confirmer. Alors pas mal de réactions sur Twitter à l'Apple Watch. Bon, sur le prix, oui, $5,000, il y a plein de chiffres qui circulent, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on pour le modèle édition, donc en or, on comptera en milliers de dollars. Ce sera probablement l'unité de mesure. Après, est-ce que ce sera minimum combien, vous diriez? $2,000 minimum, Moi, je dis minimum 5. Oui. Et d'ailleurs, tiens, Ellie, un point, peut-être le point le plus étonnant du papier auquel on faisait référence, c'est que apparemment, les Apple Store vont s'équiper d'un système de balance ultra précise pour vérifier sur les modèles d'Apple Watch édition, donc en or, qui reviennent en SAV, que de l'or n'a pas été gratté dessus pour le récupérer, pour pouvoir en faire un bijou, une montre, etc. Donc les montres vont être pesées au gramme près pour vérifier que l'or qui est sorti de l'usine, entre guillemets, sur chaque modèle est bien là quand Apple récupère les montres pour les réparer. Donc vraiment, ça va impliquer une sacrée logistique, Oui, ça promet des échanges intéressants au niveau du SAV. Tu ramènes ta montre en or. Il manque 1 gramme, t'imagines? C'est le drame. On te dit, la garantie n'est pas couverte. Comme pour les détecteurs d'humidité. Voilà, bon, voilà, donc papier hyper intéressant sur le site de 9to5Mac. Il y a une autre montre connectée qui connaît un très gros succès en ce moment. C'est la Pebble Watch qui vient d'atteindre le cap alors, ça fera rire chez Apple parce que je crois qu'on vise 25 millions d'exemplaires de l'Apple Watch vendus la première année, mais 1 million d'exemplaires pour une montre connectée d'une marque qui n'existait pas il y a 2 ans, qui s'est lancée sur Kickstarter, qui avait quand même réuni plus de $10 millions sur Kickstarter. Je crois que ça reste à ce jour le plus gros succès de Kickstarter. Et apparemment un nouveau modèle, un deuxième modèle, enfin plutôt un troisième modèle, parce que je crois que c'est déjà le deuxième modèle qui est en vente en ce moment, prévu pour le courant de l'année. Elle a un prix hyper intéressant, c'est $99 une Pebble Watch.
et c'est compatible iOS et Android. Voilà, c'est un beau succès, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir à partir du mois d'avril? C'est une grande question. Hein. Il faut qu'ils en profitent. Hein? Non, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, Gilles. Il y a ce que dit Apple, hein, il y a de la place pour tout le monde sur ce type de marché, et le gâteau grossit au fur et à mesure, et à la limite ils attendent. Souvenez-vous, pour les tablettes, ils attendaient Apple, et je crois que ça a été dit aussi pour les montres, et les objets connectés, ils attendaient qu'Apple entre sur le marché pour le faire devenir, l'amener à maturité et amener le grand public dessus, de manière à ce que le chiffre d'affaires général augmente et que chacun puisse y trouver son compte, même si c'est de l'ordre des miettes, et si Apple se taille la peur du lion. C'est le principe de l'écosystème, en fait. Voilà, donc c'est une montre assez sympa, et c'est vrai qu'elle a sans doute commencé à nous habituer à l'existence de ces montres connectées. Elle est disponible en Europe depuis assez peu de temps, hein. Ça fait quelques semaines, je crois qu'on peut la commander directement. Il fallait la faire venir par des moyens un peu détournés jusque là. Voilà. Mais bon, elle est franchement pas très chère, sachant qu'il y a deux modèles, si je dis pas de bêtises. Il y a un peu comme Apple, un modèle d'entrée de gamme entre guillemets, hein, à $99, et puis il y a un modèle en acier qui vaut nettement plus cher, je crois, mais on est sous la barre des $250, sauf erreur de ma part. Ça vous intéresse, la Pebble Watch? Est-ce que c'est une montre que vous auriez envie d'avoir, par curiosité au moins? Élie, toi qui testes beaucoup de choses. Oui, non, pas particulièrement. L'Apple Watch, je l'attends parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais tu vois, on avait parlé de la montre Withings, et je suis allé la voir du coup par curiosité, et c'est vrai que c'est une jolie montre, mais j'ai pas envie de la voir. Ouais. Même si je reconnais qu'elle est assez jolie. Ouais. Bon, donc moi, je l'ai depuis à peu près un mois. Très agréable, mais un petit souci, c'est que assez régulièrement, tous les 10 jours, grosso modo, à un moment, je ne sais pas pourquoi, les aiguilles s'arrêtent. Et en gros, il est 1 heure de moins que l'heure effective. Et donc il faut que je recalibre les aiguilles, ce qui n'est pas un problème en soi, mais sauf que ça peut faire rater un rendez-vous, ça peut créer une drôle de surprise au réveil le matin. Et voilà. Donc voilà, il y a eu pas mal de mises à jour logicielles qui pour l'instant n'ont pas réglé ce problème-là. Sinon c'est une très très chouette montre. On rappelle qu'elle tient quand même 8 mois sur une seule pile bouton. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est aussi une des questions qui sont soulevées sur Twitter. La question de l'autonomie de l'Apple Watch reste un vrai problème, puisque dans le meilleur des cas, apparemment, on ne dépassera pas les 20 heures. Hein. C'est ça, les dernières rumeurs donnent ce chiffre-là. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en utilisation pleine, c'est 3 heures d'utilisation pleine. Ouais. Après, en veille, c'est 19 heures, c'est ce que j'ai entendu. Mais ça veut dire quelqu'un qui l'utiliserait tout le temps, c'est 3 heures. Et bon... Après, c'est vrai que la montre, elle est très souvent en veille, parce que c'est quand on la soulève pour lire l'heure qu'elle s'active. Ou pour faire quelque chose. Mais je pense qu'ils ont bien fait leur calcul. Alors nous, quand on nous dit 3 heures, on est très inquiets, mais je pense que les ingénieurs Apple se disent que 3 heures, ça doit être l'utilisation en fait d'une journée large. Sinon, ils la sortiraient pas. Apple vont pas sortir un mauvais produit, hein, ça j'en suis persuadé. Absolument. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet de l'Apple Watch pour ce mardi soir. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler chiffres et gros sous. À tout de suite. iWeek sur Watch TV, on est en direct le mardi soir de 20h à 21h. Vous pouvez vous joindre à cette heure de discussion, de débat autour de l'actu de l'écosystème Apple avec le hashtag iWeek TV. Profitez-en, on est connecté sur Twitter en permanence et en temps réel. Et vos messages arrivent pendant qu'on discute. Alors, je vous rappelle aussi que vous nous regardez peut-être sur le site de Watch TV, sur l'appli iOS, ou l'appli Android ou les autres, vous avez le droit évidemment. Et puis il y a les box si vous êtes à la maison tranquille, si vous voulez nous regarder dans le confort de votre canapé, SFR, la box de SFR canal 178, la Freebox
canal 154, la B-Box de Bouygues Télécom, canal 127, et la Livebox Orange TV, canal 168. Alors, ces résultats trimestriels d'Apple, alors là, ça a été... on a l'impression qu'ils peuvent pas faire mieux d'un trimestre sur l'autre, mais là, on a l'impression d'avoir atteint un niveau stratosphérique. Est-ce que c'est aussi votre impression ? C'est le gros trimestre en même temps. C'est vrai, parce que c'est le trimestre qui inclut Noël. Oui, d'une part Noël... Mais tous les ans, c'est pareil. Hein, tous les ans, ce trimestre-là inclut Noël. Oui, mais parce qu'ils ont plus de services et plus de devices, et ça va être encore plus énorme l'année prochaine, puisqu'il y aura en plus l'Apple Watch dans la boucle. Et en plus, il y a les d'autres sorties. Produits. Et d'autres produits, oui. Plus, c'est le trimestre des sorties, puisque l'essentiel des nouveaux produits est présenté entre septembre et octobre. Bon, on s'est calé sur Mac+, hein, tu nous en veux pas, Gilles voilà. Non. Alors, chacun est libre. Le graphique, je pense que c'est même pas la peine d'expliquer à quoi il correspond, on a à peu près une idée. En tout cas, on voit la tendance. Et Élie, tu nous as envoyé juste avant le début de l'émission une infographie qui, pour toi, résume tout, en fait. Oui, parce qu'en fait, à part le chiffre colossal publié, ça montre la répartition de ventes par produit et ça explique un tout petit peu quelle est la tendance actuelle d'Apple, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Alors tout le monde se dit l'iPhone c'est bien, etc. Mais là, quand on regarde ce graphique, l'iPod qui en fait est ce qui a permis à Apple la renaissance d'Apple, puisque ça a été l'introduction dans la musique, c'est en 2001, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Il faut voir, c'est tout en haut hein, l'iPod, hein, c'est le. Oui, c'est tout petit, j'arrive même pas à lire moi à l'écran, donc. Après, il y a toute la partie musique en ligne, tout l'écosystème des apps qui arrive et qui fait un chiffre quand même considérable. Hein. Et puis le Mac, tout le monde pense qu'Apple est une société qui vend des ordinateurs, puisque c'était quand même par ça qu'ils étaient connus. Maintenant, ils commencent à être très minoritaires, même si le chiffre est impressionnant. 24 milliards, c'est quand même impressionnant, mais dépassé par l'iPad, nettement. Et surtout, il faut comparer le chiffre iPad au chiffre iPhone. Il se vend aujourd'hui plus de 3 fois plus d'iPhone que d'iPad. Et d'ailleurs, le chiffre iPad, on en a parlé, est en déclin. Et je pense qu'Apple s'attend en 2015 à avoir un chiffre de vente iPad en baisse, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter la casse, mais l'iPhone continue d'exploser et de battre des records. Je crois que ce trimestre, si je me trompe pas, ils ont annoncé quoi, 73 millions d'iPhone vendus, quelque chose comme ça. 69 millions, je crois. Non, 73. 73 hein, oui, on était parti sur une prévision de 71 et on est allé au-delà. Mais et on parle d'un trimestre, hein. C'est fou, quoi. C'est dingue, ouais. Mais c'est le trimestre le plus énorme de l'année, où il y a la saisonnalité plus le lancement du nouveau produit qui va ensuite se vendre plus lentement au fur et à mesure, à part si ils ont vendu et s'ils ont loupé un certain nombre de ventes parce qu'ils n'avaient pas réussi à fabriquer suffisamment pour ce trimestre de Noël, c'est ensuite lissé sur le trimestre suivant. Mais c'est aussi la nouveauté, c'est qu'ils ont réussi à en fabriquer suffisamment et pour l'ensemble des marchés pour pouvoir réussir ce score. Ouais. Est-ce que c'est pas inquiétant pour ceux qui sont venus à Apple pour le Mac, finalement que les appareils mobiles occupent une telle place dans le chiffre d'affaires maintenant, parce que est-ce qu'Apple pourrait pas être tenté finalement de mettre toute son énergie sur l'iPhone et l'iPad? Non, c'est un débat qui avait déjà il y a 10 ans à propos de l'iPod et de la musique, où les analystes commençaient à s'affoler parce que en disant ils ne fabriquent plus le Mac n'est plus dominant dans leur balance de revenus, qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de perdre le rat et ils sont à la merci du premier revirement de tendance venu. Or on a vu qu'ils ont su diversifier, on a plusieurs vagues qui sont là et qui sont les unes après les autres. Le cycle, il faut se rappeler que il y a 3 ans, l'iPhone était considéré comme sinistré et pratiquement perdu pour Apple. Or là, on est en train de parler de chiffres records, alors que le principal concurrent s'effondre
sur le marché du smartphone. Samsung est en train de souffrir terriblement parce que il y a un plafond de verre sur le haut de gamme avec l'iPhone. Chaque modèle d'iPhone se vend davantage que les modèles concurrents de Samsung, et en plus, ils n'arrivent plus à vendre sur le milieu et l'entrée de gamme. Parce que les Chinois, avec Huawei et Lenovo, sont en train de lui... Avec qui? Huawei. C'est dur. Alors, personne ne sait comment on prononce. En fait, on dit Huawei. Oui. Mais il faut faire des programmes en chinois, je te l'accorde, Gilles. Je prends des cours de mandarin. C'est bien. Et donc, et l'iPad est dans cette configuration-là par rapport à des... là où était l'iPhone il y a 3 ans. Et pendant ces résultats, la conférence des résultats, Tim Cook a tenu exactement le même discours à propos de l'iPad qu'il tenait il y a 3 ans à propos de l'iPhone, en disant « Ce sont des cycles longs, ne vous inquiétez pas, on est extrêmement agressif et déterminé et confiant sur l'iPad. » Ce qu'il disait déjà il y a 3 ans sur l'iPhone. Et Elie, toi, tu n'es pas inquiet pour le Mac ? Non, même si on constate effectivement que maintenant il représente une part qui est quand même beaucoup plus faible. Hein. Donc, bon, Apple est une société, mais la tendance, on la connaît déjà depuis un moment, qui va vers les objets personnels, bientôt vers les objets connectés. Et la montre dont on vient de parler est le premier objet connecté chez Apple, mais ça sera probablement pas le seul. Donc, c'est une société qui au départ était un fabricant d'ordinateurs, et ça a été le cas pendant une grande partie de son existence, et qui s'est déplacé lentement mais sûrement vers une informatique de plus en plus personnelle. On va atteindre, ils l'ont dit à un certain discours, maintenant une informatique presque intime, puisque c'est quelque chose qu'on va porter sur soi. Donc, voilà. Donc, oui, c'est une évolution. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Hein. Alors, du coup, oui, Gilles. Excuse-moi, mais en même temps, ils n'ont jamais vendu autant de Mac. On est revenu à des parts de marché à 2 chiffres. C'est vrai. C'est vrai. On est largement au-delà des 5 millions d'exemplaires vendus en 3 mois. En ce qui concerne les objets connectés et tous les high-bidules personnels qui risquent de perdre leur en même temps, il faut toujours un Mac pour fabriquer des programmes pour ces appareils-là. Alors, on va continuer à avancer, mais on va rester quand même dans un sujet très, très voisin, puisque si on parle de l'Apple Watch, forcément, on s'intéresse à l'évolution d'iOS. Alors, certains regardent déjà vers le mois de juin, vers la WWDC, c'est la conférence mondiale des développeurs Apple. Alors, finalement, on est en février, juin, c'est bientôt, hein, c'est dans 4 mois. Entre-temps, iOS 8 va continuer d'évoluer et la version 8.2 est en train d'être amélioré dans les moindres détails, avec la sortie d'une 5e bêta, donc une version réservée aux développeurs, mais qui permet de faire du débugage, comme on dit, donc de démasquer les petits défauts de programmation. Et dans cette version bêta 5 d'iOS 8.2, on a eu une petite surprise, Elie. Oui, puisque pour la première fois, il y a l'icône de l'application Apple Watch qui est apparue. Et là, je tiens à préciser, uniquement dans l'émulateur iPhone. C'est-à-dire que si vous installez la 8.2 sur votre iPhone, en admettant que vous soyez développeur ou que vous sachiez où la télécharger, vous ne verrez pas cette merveilleuse icône qui s'affiche à l'écran. Uniquement si vous avez installé l'ensemble d'outils de développement et que vous lancez le simulateur iOS. Là, elle s'affiche. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va préciser que jusqu'à il y a quelques heures, dans iOS, on parlait d'un logiciel de pilotage qui s'appelait Compagnon. Et il s'appelle Apple Watch depuis cette 5e bêta. Pour autant, je crois que quand on clique sur l'icône, il se passe rien. Il y a un écran noir pour l'instant. On n'a pas de. Pour l'instant, oui. Hein, on n'a pas de détails. Alors en fait, mais il y a des détails intéressants, Benjamin, là-dedans, parce que les premiers, moi je l'ai pas encore essayé, mais les premiers détails qu'on voit dans cette 8.2 montrent qu'en fait les applis pour l'instant dans cette première génération d'Apple Watch, c'est l'iPhone qui contient les applis en fait qui envoie des sortes d'ordres d'affichage qui se produisent sur la montre, mais l'appli pour l'instant au niveau de la montre est assez limitée. C'est une sorte d'afficheur ou de récepteur de quelque chose qui vient de l'iPhone.
Absolument. J'ai un petit, c'est pas un cadeau parce que bon, vous allez voir, c'est pas forcément un cadeau. En tout cas, vous savez qu'il y a quelques jours, on a fêté un anniversaire le 27 janvier, sauf erreur de ma part, il y a 5 ans. Qu'est-ce qui se passait? Vous vous souvenez? Le 27 janvier. 27 janvier, il y a 5 ans. La présentation de l'iPad. Oh bien, Gilles. Bravo. Ça aurait pu faire une question pour un jeu, mais malheureusement, il n'y a pas de jeu cette semaine. Mais voilà. On fêtait donc cet anniversaire il y a quelques jours, et figurez-vous que j'ai retrouvé dans mes petites archives quelques images d'une minute iPhone, puisque à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait, qu'on avait réalisé avec Pierrick Fay, que vous retrouvez sur Watch dans À quoi tu joues, l'hebdo des jeux vidéo. Alors, faut se resituer il y a 5 ans. Ça semble un petit peu de la science-fiction. On venait de sortir de la keynote avec Steve Jobs. On était devant le Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, où venait d'avoir lieu cette fameuse keynote qu'on attendait depuis des mois. Et voilà ce qu'on disait à chaud avec Pierrick. Allez, 1 minute 10 de souvenirs pour le plaisir. Elle est là, elle est bien là, la tablette, et elle a un nom, Benjamin. Oui, alors on a parlé de l'iSlate. C'est pas l'ardoise finalement, c'est bien la tablette comme disent les Anglais et les Américains. iPad, c'est très proche d'iPod, mais donc elle va s'appeler l'iPad, cette tablette qui existe. Très concrètement, il y a quelques instants, on était dans ce bâtiment-ci avec Steve Jobs sur scène, et on sort en fait tout juste de ce bâtiment-là. Derrière nous, vous voyez les caisses de matériel qui sont en train d'être rangées. C'est ici, dans ce deuxième bâtiment, qu'on a pu essayer, toucher la tablette. Alors, première impression, Pierrick, en tant qu'utilisateur lambda, on va dire, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que touché, parce qu'on n'a pas eu énormément de temps, quelques minutes à peine, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout le monde voulait approcher. La première, c'est cette sensation d'avoir quelque chose d'étonnant dans la main. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est d'abord, je l'ai trouvée plus lourde que ce que j'imaginais, parce qu'elle est vraiment très fine. Elle est un petit peu bombée, je sais pas si tu as remarqué. Donc, c'est pas un objet complètement plat. Et puis, il y a tout de suite, ce qu'on voit, c'est cet écran énorme. Et magnifique. L'écran est vraiment magnifique. Voilà, pour le plaisir, si vous faites une recherche sur Dailymotion, vous retrouverez cette minute iPhone. On avait fait 20 minutes à l'époque sur le sujet. Voilà, ça rappelle de sacrés souvenirs. On découvrait quelque chose de totalement nouveau. Oui. Et je pense qu'on va avoir la même sensation dans quelques mois, parce que pour l'instant, quelques rares personnes ont pu vraiment toucher, voir de près l'Apple Watch en fait. Je te confirme que même en étant allé chez Colette le fameux jour où elle a été présentée, on pouvait pas la toucher. Elle était sous verre. Seuls les VIP, la Lagerfeld, etc. avaient droit à une présentation de la montre. Ils avaient le droit de la voir au poignet. Mais je suis même pas sûr qu'ils avaient le droit de jouer avec la molette. Tu n'étais pas dans la cible tarifaire. Il y avait beaucoup de cibles, mais je peux te dire que nous, les journalistes, on avait juste le droit de faire notre travail. Mais parce qu'ils savaient que tu allais jouer avec, et donc forcément, à mon avis, elle n'était pas vraiment prête. C'est-à-dire que les démos sont toujours très, très, très calibrées, mais il y avait certainement des endroits où il fallait pas cliquer à ce moment-là. Alors c'est sûr, c'est évident. Bon, on va changer de sujet, on va tourner cette page un peu nostalgique pour revenir à l'actu. J'ai découvert qu'il existait depuis 2012 un bug, en tout cas une faille sur le Thunderbolt. Est-ce que vous le saviez ? Non. Et ben voilà, on apprend que dans la mise à jour 10.10.2 d'OS 10, cette faille qui existe depuis 2012, mais qui heureusement n'a jamais été exploitée, sera corrigée. Voilà, elle s'appelle Thunderstrike. Et voilà, Apple s'en est enfin occupé. Il aura quand même fallu 3 ans pour. Bon, c'est dire quand même que le Mac est pas très attaqué globalement par rapport à l'univers Windows. D'abord, c'est un truc local, et puis l'USB aussi. Il y avait une faille USB qui a mis des années avant d'être comblée. Elle a été comblée récemment. Mais comment dire, ça fait partie des failles qui impliquent que le petit rigolo qui cherche à l'exploiter soit sur le site
Elle est donc beaucoup moins dangereuse que des failles SSL ou des choses qui sont plus logicielles. Voilà, enfin bon, en tout cas, ça changera pas la vie, mais j'ai été surpris de savoir qu'il pouvait y avoir une faille logicielle sur Thunderbolt, qui est quand même un protocole de communication locale, voilà, entre le Mac en l'occurrence et des périphériques, notamment des disques durs. Il y a un logiciel qui est très attendu. Alors, Apple parle aussi de Early 2015, hein, donc ça veut dire au plus tard, fin avril. Maintenant on le sait. Ce logiciel, c'est Photo, qui doit normalement être le meilleur d'iPhoto et d'aperture, donc le logiciel de gestion pro de photos d'Apple. Ce Photo, il est en bêta et on a hâte de voir à quoi ça va ressembler concrètement, parce que ça reste quand même en grande partie un point d'interrogation. Hein. Oui, et puis c'est une faiblesse dans l'offre de valeur d'Apple qui cherche beaucoup à attirer les photographes professionnels. Or, les logiciels n'évoluent pas. Aperture était en friche depuis des années et des années, après avoir été annoncé comme la pierre philosophale. Ouais. En 2006, je crois. Hein. Il a perdu la bataille, surtout face à Lightroom d'Adobe. Hein. Mais il est parti, il avait des faiblesses dès le départ. Il avait fallu que l'équipe de Final Cut Pro s'occupe du développement RAW en lieu et place de l'équipe qui était en place, parce que c'était catastrophique à l'époque. Oui. Vous gérez comment vos photos l'un et l'autre sur votre Mac ? Moi, avec iPhoto pour l'instant. Ça suffit ? Oui, après j'ai Photoshop quand je veux m'amuser. Tu n'as pas des iPhoto librairies un peu partout sur tes différents Mac ? Non, j'ai pas autant de photos que ça. Ah bon, d'accord. Bon. Et toi, Gilles ? Alors j'ai tout centralisé dans un NAS et j'utilise DxO Optics Pro. Oula, tu peux nous expliquer ? Alors, au lieu d'avoir j'ai perdu pas mal de photos avec les bibliothèques propriétaires d'Apple. Donc, j'utilise un logiciel qui est français, qui s'appelle DxO Optics Pro, qui est ce qui se fait de mieux au point de vue du développement du RAW, et qui a la particularité de ne pas importer les images dans une bibliothèque propriétaire, mais qui colle un petit adjoint dans le dossier où sont les originaux, un petit logiciel avec les modifications apportées, une sorte de rustine ou de lentille numérique qui corrige les aberrations optiques des optiques, donc comment on appelle ça, aidez-moi. Des grands angles. Des objectifs, oui, voilà, c'est ça. Et en fonction du capteur chaque fois. D'accord. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement bien fait, et le logiciel en plus n'est pas un puissant fond ou une NAS dans lequel on risque de perdre les fichiers originaux si on n'a pas une sauvegarde à part. Et les fichiers RAW pèsent relativement lourd maintenant et de plus en plus à mesure que les capteurs gagnent en mégapixels. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit tour en drone au-dessus du futur campus d'Apple ? Oui, surtout que c'est... En 4K, ça pèse lourd aussi. Alors, le 4K, nous, on diffuse en HD, mais donc forcément, ce sera pas totalement ça, mais je peux quand même vous faire passer un petit peu de ces images donc, qui sont tombées aujourd'hui, et donc qui ont été filmées, vous voyez, par ce drone. Alors, c'est une belle bête, hein. C'est un Taro 680 Pro hexacopter pour les spécialistes. Je pense notamment à Laurent Kong, notre ami du studio mobile sur Watch TV. Voilà, c'est une GoPro Hero 4, un black, donc qui est 4K, qui filme.
Et ben, vous le voyez par rapport aux dernières photos qu'on avait regardées il y a quelques semaines, on n'est plus simplement dans l'aménagement de la terre. Hein. Maintenant, là, il y a le bâtiment est réellement sorti du sol. Et on distingue assez bien au centre l'endroit où va se trouver ce gigantesque parc. Voilà, le vaisseau spatial est en train de prendre forme. C'est vraiment immense. Hein. Enfin, on est en grand angle, donc on n'a pas forcément une idée de l'échelle, mais si on regarde la taille des voitures, on distingue même pas les piétons en fait. Je sais pas si vous les voyez, mais c'est un peu la réincarnation ou le deuxième tour de l'Infinite Loop du campus, du premier campus d'Apple qui est de l'autre côté de l'autoroute et qui est un truc qui est extrêmement important qui était important pour Steve Jobs, ce truc du bouddhisme zen, et également pour Johnny Ive. Je vais faire le pitch. Je crois que l'émission de la semaine prochaine sera consacrée à Johnny Ive, c'est ça? Alors, pour être tout à fait précis, on va enfin diffuser la semaine prochaine l'émission qu'on avait enregistrée il y a plus d'1 an maintenant avec Leander Cany, notre confrère qui a créé le site Cult of Mac, que vous connaissez sûrement si vous suivez l'actu Apple. Et il a écrit la biographie non autorisée de Johnny Ive. On avait passé 1 heure avec lui en duplex de San Francisco. On n'avait pas pu passer l'émission à l'époque, c'était avant l'arrivée sur les box, je le précise, pour des raisons techniques, parce que en fait mon micro avait un petit problème, et donc on va repackager l'émission pour vous la proposer. Alors pas la semaine prochaine, Gilles, ce sera la semaine d'après. D'accord. Et donc Johnny Ive et Steve Jobs avaient en commun cette philosophie du bouddhisme zen qui rejaillit sur le design extrêmement épuré des produits. Et ben voilà, en tout cas, ce design, cette immense construction dans Cupertino, voilà, elle est en train de prendre forme. Je crois que l'inauguration, c'est 2017, sauf erreur de ma part. C'est ce qui était prévu. Oui. Ça va dépendre de la livraison, oui. Bon, en tout cas, Benjamin Prums, si tu envoies une équipe pour l'inauguration, je viens avec toi. Écoute, tu sais, on peut déjà pas entrer au 1 Infinite Loop. Alors je sais pas encore ce qu'on pourra faire dans ce nouveau siège. À mon avis, ça va être ultra sécurisé. Hein. Ouais, mais tu vas être invité pour l'inauguration. Et puis l'auditorium sera là pour les présentations. Oui. Absolument. Alors j'essaye de sortir de la vidéo. Je pense que je suis complètement bloqué. Voilà, on va faire taire la vidéo. Je voulais qu'on continue cette balade dans l'actu Apple avec un retour sur le sujet que tu évoquais au début d'émission, Gilles. C'est la reconversion de cette usine de verre saphir, hein, qui a été un énorme échec en fait. Oui, ils ont eu des problèmes pour passer. La technologie était extrêmement prometteuse. Et ils ont eu du problème pour passer à l'échelle industrielle, et il y a eu tout un tas de fours qui n'ont pas rempli leur effice et qui ont perdu une quantité de matières premières absolument impressionnante. C'est un énorme site. Hein. Là, on a vu le campus d'Apple, le futur nouveau campus, mais c'est une usine dans l'Arizona qui est gigantesque et c'est un sous-traitant d'Apple en fait dans lequel Apple avait pris des parts, je crois. C'était une start-up qu'Apple a essayé de pousser au niveau industriel avec des conditions assez dures. Hein. C'est pas le souci, c'est pas un partenaire très facile. Hein. Mais il venait en plus de la technologie des panneaux solaires. Et donc ils vont reconvertir cette usine en data center qui va devenir une sorte de tête de réseau pour l'ensemble de leur réseau privé, la façon dont fonctionne leur cloud, avec des panneaux solaires partout, une
une énergie 100% recyclable et va fournir également un certain nombre de riverains de l'électricité verte à partir de panneaux solaires. Ouais, alors je crois qu'il y avait plein d'enjeux autour de cette usine, évidemment fabriquer le saphir, notamment pour l'Apple Watch, donc ça justifie en partie le décalage, on va dire, dont on parlait tout à l'heure. Il y avait aussi apparemment de gros espoirs en termes d'emploi dans la région. Apparemment, ça a été revu à la baisse de manière très très considérable. En tout cas, Apple dit que c'est 2 milliards de dollars, hein, c'est l'investissement dans la reconversion de cette usine, alors qui va devenir une sorte de centre de commande global pour le réseau d'Apple à l'échelle mondiale, si je comprends bien. Une sorte de data center master, si on veut. Oui, et en plus il a la particularité d'être situé à la limite de l'Arizona et du non, je dis une bêtise, du Nevada et de la Californie, tout près du lac Tahoe, qui est un endroit où les Californiens vont souvent en vacances. Ah oui, c'est clair. On a vu pas mal de photos pour les présentations d'iPhoto, etc., qui étaient prises là-bas. Ouais. Allez, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on en profite pour se rincer l'œil encore un tout petit peu avec encore des images. Alors, on parle d'un deuxième Apple Store en Chine, à Chongqing. Il a ouvert ses portes samedi. Alors, vous vous souvenez des images de l'Apple Store qu'on avait vues il y a 15 jours avec ces idéogrammes calligraphiés sur la façade. Voilà, là on est dans une autre approche tout aussi étonnante, avec cette fois un travail en duo avec une artiste chinoise et un photographe américain. Ils ont travaillé ensemble sur ce concept d'Apple Store avec je sais pas si on va le voir à un moment, sur cette grand place, une sorte de colonne en verre impressionnante, et tout l'Apple Store en fait est au sous-sol. Bon, j'ai pas l'impression qu'on va le voir, mais en tout cas je vous invite à aller sur le site d'Apple, sur le site chinois, et à cliquer sur cette vidéo pour on voit ça ressemble à ça, c'est assez visible, assez étonnant comme toujours. Décidément, ils mettent vraiment le paquet, hein. Plus ils ouvrent d'Apple Store, plus l'architecture est impressionnante. On sent qu'ils n'ont pas de problème de moyens, hein. Non, ils renouvellent le concept maintenant un peu plus. C'est plus vivant que ces choses extrêmement minérales et un petit peu froides que pouvaient représenter les formes pures, les formes géométriques pures, comme les cylindres, les pyramides. Ben voilà, on va s'arrêter sur ces belles images de Chine. Je voudrais vous remercier tous les deux, les amis, d'avoir participé à cette édition de d'iWeek. Salut Gilles, à très bientôt sur macplus.net. Oui, avec plaisir, et à bientôt sur Watch TV. Tu es toujours le bienvenu, et je salue aussi Elie Abitbol à Nice. Salut Elie. Bonsoir Benjamin. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Nous, on se dit à la semaine prochaine sur Watch pour un nouveau numéro d'iWeek. On sera comme d'habitude en direct à 20h. Salut à tous. Salut.